Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons aujourd'hui sous un intitulé intéressant, un droit parfois bousculé, et nous allons commencer par bousculer l'organisation, le programme du colloque, puisque nous allons commencer par une communication qui aurait dû avoir lieu hier, mais qui ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons de calendrier, qui est celle de Madame Catherine Moreau, conseillère d'État en service extraordinaire, et qui nous vient peut-être pour d'autres raisons que son appartenance à la 6e chambre du contentieux, de la section du contentieux du Conseil d'État, mais pour les fonctions qu'elle occupait auparavant, qui va nous parler d'un droit, 3 petits points, imposé ou l'école obligatoire. Je vous laisse la parole. Bonjour mesdames, messieurs. Oui, alors le titre avait été un petit peu remanié, c'était de l'école obligatoire à une obligation pour l'école. Titre un peu trompeur, puisque même avec la restriction très forte que la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a apporté à la possibilité d'instruire ses enfants dans la famille, laquelle, comme on le sait, ne peut plus être autorisée que par dérogation au principe selon lequel l'instruction obligatoire est délivrée dans les établissements ou écoles. Ce n'est toujours pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. Néanmoins, c'est l'article 4 de la loi du 8 mars 1882 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui a consacré le principe de l'obligation de l'instruction primaire pour les enfants des deux sexes, âgés de 6 ans révolus et, à l'époque, jusqu'à 13 ans. Cet âge a ensuite été allongé jusqu'à 14 ans par une loi du 9 août 1936, puis à 16 ans par l'ordonnance du 6 janvier 1959. Et nous en sommes restés là jusqu'à présent. Pour autant, la loi a posé des obligations d'accueillir au-delà de ces limites d'âge, comme on le verra tout à l'heure. Et en outre, l'obligation pour les enfants et les jeunes de recevoir une instruction impose nécessairement aux collectivités publiques, à l'État et aux collectivités territoriales, de mettre en œuvre les moyens nécessaires, moyens personnels et moyens matériels, pour accueillir les personnes soumises à cette obligation scolaire. Nous allons revenir très rapidement sur l'extension progressive de l'obligation scolaire, corollaire du droit à l'éducation. Puis nous verrons comment le droit à l'éducation a été progressivement étendu aux enfants et aux jeunes n'entrant pas dans les bornes d'âge posées par cette obligation. Enfin, nous verrons quelles obligations le droit à l'éducation met à la charge de l'État et des collectivités territoriales et comment les juges ont été conduits parfois à faire respecter cette obligation. Ainsi qu'on l'a dit en introduction, depuis sa modification par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l'article L131-1 du Code de l'éducation prévoit que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Dès 1947, le plan Langevin-Wallon, qui dans le sillage du programme du gouvernement du Conseil national de la résistance avait élaboré un projet global de réforme de l'enseignement et du système éducatif, avait prévu l'enseignement obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais on verra tout à l'heure comment, s'il y a un droit à la formation au-delà de 16 ans, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obligation est restée fixée jusqu'à 16 ans. Donc, nous savons tous que l'obligation scolaire est le corollaire du droit à l'éducation, lequel est affirmé par le droit international. Je ne vais pas y revenir. On connaît l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ou le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Nous savons encore mieux que le droit à l'éducation figure dans notre Constitution, puisque le paragraphe 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture, et prévoit que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État. Ce droit a été raffirmé à l'article L112-2 du Code de l'éducation, qui n'est pas la codification d'un article de loi, mais qui était un article qui était créé pour l'occasion, et qui dispose donc que tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur l'universalité des bénéficiaires de cette obligation scolaire, garçons et filles dans l'enseignement primaire depuis 1982 et obligation qui a été étendue aux filles ensuite.
enfants et adolescents français et étrangers, quelle que soit la situation de leurs parents, au regard des règles régissant le droit du séjour. Et ça, c'est très, très important et ça donne lieu à pas mal de contentieux. Et puis, je vous renvoie à la loi du 11 février 2005 qui organise l'accueil des enfants handicapés ainsi en situation de handicap, puisqu'il faut le dire ainsi maintenant, et des dispositifs encore insuffisants destinés à permettre cet accueil, insuffisance de cet accueil qui sont une très importante source de contentieux. Je vais tout de suite en venir aux obligations d'accueillir les enfants et les adolescents en dehors des bornes d'âge de la scolarité obligatoire. En effet, c'est un droit différent de l'obligation scolaire qui a été posé d'une part pour les jeunes enfants non encore soumis à l'obligation scolaire et pour les jeunes qui ont dépassé l'âge de 16 ans. Alors, pour ce qui est des jeunes enfants, depuis que l'âge de la scolarité a été porté à 3 ans, l'article L113.1 prévoit les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être accueillis dès 2 ans dans les écoles maternelles et les classes enfantines. Auparavant, cet article prévoyait que tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou classe enfantine le plus près possible de son domicile si sa famille en fait la demande. La loi avait donc posé une obligation à la charge de l'État et des communes que les tribunaux administratifs ont été conduits à faire respecter. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ce même article prévoyait la possibilité d'accueillir les enfants de 2 ans en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Et en prévoyant que les enfants de moins de 3 ans étaient comptabilisés dans les prévisions d'effectifs pour la rentrée, le législateur a mis une pression aussi bien sur le gouvernement que sur les communes afin de les inciter à prévoir les moyens de cet accueil. Cependant, le législateur a dû parfois faire preuve de pragmatisme et tenir compte des possibilités de certaines collectivités. Je n'en donnerai qu'un exemple. En 2007, une ordonnance avait été prise le 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de certaines dispositions législatives. Il s'agissait alors de tirer les conséquences du passage pour Mayotte du régime de la spécialité législative au principe de l'identité législative. C'était bien avant que Mayotte ne devienne un département avec un grand D. Et donc une collectivité un petit peu particulière. Et donc, comme on le sait, identité législative, applicabilité de plein droit du droit commun. Et donc, il avait fallu une ordonnance pour prévoir l'adaptation de toutes les dispositions législatives à Mayotte pour les rendre applicables, le cas échéant avec des adaptations. Or, à cette époque-là, dans les écoles mahoraises, les enfants n'étaient accueillis au mieux qu'à l'âge de 5 ans. Il n'avait donc pas paru possible de rendre applicable brutalement les dispositions sur l'accueil obligatoire des enfants à 3 ans, dont les parents le demandaient, et un dispositif transitoire avait été prévu pour donc prévoir que cet article s'appliquait à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2009 pour les enfants âgés de 4 ans et à compter de la rentrée scolaire 2010 pour les enfants âgés de 3 ans. L'obligation scolaire à 3 ans est maintenant pleinement applicable à Mayotte, ce qui ne va pas sans poser des difficultés, comme l'a montré une très récente ordonnance du juge des référés du TA de Mayotte et une ordonnance du Conseil d'État en appel qui a montré les difficultés de cette mise en œuvre. Alors, même si l'âge de la scolarité obligatoire donc, reste fixé à 16 ans, l'idée ressurgit régulièrement de porter cette obligation jusqu'à 18 ans. Et donc, comme je l'ai dit, un droit à l'éducation et à la formation au-delà de 16 ans a été posé. Le Code de l'éducation souffre cependant dans cette matière d'un trop-plein de dispositions qui ont été prévues par des lois successives et qui donne l'impression d'un empilement de normes sans qu'on sache comment elles sont effectivement mises en œuvre et comment elles sont cohérentes les unes avec les autres. La loi de 2019 pour une école de la confiance a introduit dans le Code de l'éducation l'article L114-1
qui pose le principe de la formation obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. Il précise qu'à l'issue de l'instruction obligatoire, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique, ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale ou professionnelle. Cependant, la loi Jospin du 10 juillet 1989 avait déjà prévu le droit pour tout élève qui, à l'issue de sa scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu, de poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. Et cette loi avait prévu que l'État doit prévoir les moyens nécessaires à la prolongation de la scolarité qui en découle. Ces dispositions sont donc maintenant codifiées à l'article L122-2 et elles ont été plusieurs fois enrichies. Et c'est ce qui ressort des différents alinéas de cet article. Le premier alinéa fait référence à l'atteinte d'un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre reconnu, enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles. Le deuxième alinéa prévoit que tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Et cette durée complémentaire peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire, ce qui ne va pas sans difficulté de mise en œuvre, comme vous pouvez l'imaginer. Et enfin, un troisième alinéa pose le droit pour tout mineur de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de 16 ans. Enfin, l'article L122-3, qui est antérieur à l'article L114-1, donc issu de la loi École de la confiance. Donc cet article L122-3 est, lui, issu aussi de la loi Jospin du 10 juillet 89, et il prévoit que tout jeune doit se voir offrir une formation professionnelle avant sa sortie du système éducatif, et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur les dispositions réglementaires qui ont été très difficiles. Enfin, j'y avais contribué à l'époque avec la DGESCO, de certaines d'entre elles, pour imaginer les dispositions réglementaires et pour essayer de distinguer ces dispositifs, tout au moins dans leur mise en œuvre. L'école, donc, est, comme nous le savons également tous, est une obligation pour l'État et les collectivités territoriales. En effet, il faut permettre que l'obligation scolaire soit effective. Pour l'État, ainsi qu'on l'a dit, aussi bien les conventions internationales que la Constitution mettent à sa charge un devoir d'organiser un enseignement public accessible à tous les enfants d'âge scolaire et, comme on vient de voir, au-delà ou en deçà de l'âge scolaire. Mais si l'État est tenu d'organiser cet enseignement en prévoyant les programmes et le recrutement des enseignants, nous savons que la responsabilité du fonctionnement matériel des écoles et des établissements scolaires est partagée avec les collectivités territoriales. Pour l'école primaire, l'obligation a été posée dès le 19e siècle pour chaque commune d'avoir et d'entretenir une école publique. Et ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L212-2 du Code de l'éducation. Nous savons aussi que cet article prévoit la possibilité pour les communes de se regrouper. Dès 1972, il y a eu des regroupements de nature pédagogique. C'était ce qu'on appelait les regroupements pédagogiques dispersés, les regroupements concentrés. Je n'ai jamais bien su exactement ce que ça voulait dire. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ces regroupements sont de plus en plus souvent pris en charge par les EPCI, donc communautés de communes ou syndicats intercommunaux. Pour le second degré, l'évolution est plus récente puisque jusqu'aux lois de décentralisation de 82 et de 1983, les collèges et les lycées étaient des établissements publics de l'État. Et ce n'est qu'avec la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 qu'ils sont devenus des EPLE et que la charge de leur construction, de leur entretien, de leur fonctionnement a été confiée pour les collèges aux départements et pour les lycées aux régions. Donc, les parents disposent d'un droit à ce que leurs enfants soient inscrits à l'école et
et à ce que les obligations de l'État et des collectivités à cet égard soient respectées. Les difficultés peuvent surgir pour que cette obligation soit respectée lorsque les communes opposent un refus motivé, par exemple, par l'absence d'adresse fixe ou régulière dans la commune, y compris pour les enfants non encore soumis à l'obligation scolaire, pour lesquels seul le manque de place peut justifier un refus d'inscription lorsque les parents le demandent, comme on l'a vu tout à l'heure. Le tribunal administratif de Bordeaux avait ici censuré un refus d'inscription scolaire opposé par un maire au motif que la caravane dans laquelle demeurait le demandeur avec ses enfants était stationnée irrégulièrement sur un terrain de la commune, terrain inondable, en considérant qu'un tel motif n'était pas au nombre de ceux pouvant être retenus par le Code de l'éducation. C'est un jugement du 21 octobre 2004. Le théâtre Cergy-Pontoise a également annulé le refus de la commune de Levallois-Perret d'inscrire un enfant à l'école maternelle qui était fondée sur l'absence de résidence sur le territoire de la commune. Et il a estimé que ce critère, le critère qui devait être entendu comme visant le caractère précaire de l'hébergement de la famille, accueillie en résidence hôtelière, donc critère qu'avait la commune avait dit qu'il fallait que les parents aient un hébergement fixe dans la commune. Et le tribunal de Cergy, donc par son jugement du 15 novembre 2013, a estimé qu'un tel critère présentait un caractère discriminatoire. On connaît la distinction qu'affectionnent les juristes entre les deux casquettes que porte le maire, qui existe aussi en matière d'éducation, sa casquette de chef de l'exécutif de la commune et celle de représentant de l'État. Or, si, comme on l'a vu, la commune est tenue de construire et d'entretenir les locaux scolaires pour accueillir tous les enfants d'âge scolaire, c'est en qualité de représentant de l'État que le maire est tenu d'inscrire à l'école les enfants résidant dans la commune. Or, lorsque le maire agit en qualité d'agent de l'État, s'applique l'article L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'État, refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office. Et c'est en suivant un tel raisonnement que le juge administratif a pu considérer qu'en cas de refus de scolarisation par le maire, le préfet devait procéder lui-même à cette inscription. C'est une décision, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2001 qui avait ainsi enjoint au maire du 15e arrondissement et en tant que de besoin au préfet de la région Île-de-France de procéder à l'inscription d'enfants qui avaient été refusés, une fois encore, au motif que leurs parents ne résidaient pas régulièrement dans l'arrondissement. Mais une fois les enfants inscrits à l'école, faut-il encore que l'enseignement qui leur est dû leur soit effectivement dispensé. Par une décision du 27 janvier 1988, le Conseil d'État a reconnu que la mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l'Éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites au programme, tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Dans le prolongement de cette décision qu'on peut dire fondatrice, des tribunaux administratifs ont à plusieurs reprises condamné l'État à indemniser des parents d'élèves pour des heures de cours non assurées. Pour ne citer qu'un seul exemple, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 21 juillet 2017, condamné l'État à verser 1 euro aux parents d'un collégien pour chacune des 96 heures de cours non assurées durant son année de 3e. Oui, 1 euro, c'est ce que j'ai dit. Voilà, par heure. Alors, ça faisait 96 euros, puisqu'il y avait 80. Ça nous facilite le calcul. Le législateur a voulu tenir compte, enfin, je ne sais pas s'il a voulu, mais en tout cas, il a tenté de tenir compte de cette jurisprudence, mais à défaut d'arriver à imposer véritablement un droit opposable à l'école,
à l'instar du droit opposable au logement qui, au milieu des années 2000, avait été créé. Il a institué ce qu'on appelle, enfin ce qu'on connaît sous le nom de service minimum d'accueil. En effet, lorsqu'il n'est plus matériellement possible d'assurer l'enseignement dû aux enfants, le législateur a voulu que les communes garantissent au moins l'accueil des enfants. Alors, il ne s'agit plus alors d'instruction, mais le plus souvent de garderie. Il ne s'agit plus de faire respecter le droit des enfants à l'éducation, mais de permettre aux parents de poursuivre leurs activités professionnelles. Néanmoins, l'enjeu n'était pas mince en 2008, car il s'agissait non seulement d'imposer aux grévistes de se faire connaître avant un mouvement de grève, mais d'organiser un service obligatoire à la charge des communes pour accueillir les enfants. C'est ainsi que la loi du 20 août 2008 distingue entre les situations qu'on peut dire courantes, lorsque l'absence d'un ou de plusieurs professeurs n'empêche pas les enseignements d'être dispensés, et les cas de grève dans les communes, dans lesquels la commune doit prendre le relais. Le nouvel article L133-1 que la loi a introduit dans le Code de l'éducation pose d'abord le principe qui avait été posé par la jurisprudence, donc, selon lequel tout enfant scolarisé dans une école, publique ou privée sous contrat, doit être accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par le programme, avant d'affirmer qu'il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être dispensés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Les dispositions suivantes de cette loi, codifiées aux articles L133.2 à L133.12, organisent ensuite effectivement ce qui a été dénommé service minimum d'accueil en cas de grève. Dès le vote de la loi, le dispositif a fait l'objet d'une forte opposition et les premières grèves après la rentrée 2008 ont mis le dispositif à rude épreuve, puisqu'il a fallu pas moins de 500 déférés des préfets pour que les tribunaux administratifs suspendent ces refus et enjoignent aux communes d'accueillir les enfants. 4 années après l'entrée en vigueur de la loi de 2008, un bilan de sa mise en œuvre avait été dressé par un rapport conjoint de l'IGA, de l'IGEN et de l'IGA-ENR, qui ne forment pas encore une seule inspection. Et ce rapport avait relevé que le service d'accueil connaissait de fortes disparités, à la fois dans sa fréquentation et dans sa qualité. S'il n'est plus désormais ouvertement contesté par les communes, il leur est parfois particulièrement difficile de le mettre en place lorsque la grève des personnels enseignants, à la grève des personnels enseignants s'ajoute une grève des personnels communaux. Et en 2022, je n'ai pas réussi à savoir si le silence qui entoure maintenant ce dispositif signifie qu'il est entré dans les pratiques admises ou qu'il n'est plus vraiment mis en œuvre, faute que l'État y mette les pressions nécessaires. Enfin, au moment où les difficultés de recrutement des enseignants sont mises en exergue par les médias, il me paraît permis de se demander si la revendication légitime du droit des enfants et adolescents de bénéficier des enseignements qui leur sont dus ne verra pas se développer de nouveaux contentieux devant les juges administratifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me demandais en vous écoutant si en réalité votre contribution n'avait pas toute sa place ce matin, puisque vous nous avez quand même parlé d'un droit fondamentalement bousculé par un certain nombre d'éléments. Nous allons poursuivre avec une série de contributions ordonnées autour de l'idée de ce droit bousculé. Et nous allons commencer par parler de l'exemple des mineurs isolés et des migrants avec le professeur Fleury Graf, à qui je donne le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs, à la fois pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir proposé d'y participer sans que je sois un spécialiste ni de contentieux administratif, ni de droit de l'éducation. Nul n'est parfait, tout à fait. Et s'ajoute à cette imperfection le fait que je m'intéresse surtout aux migrants. C'est là un des domaines auxquels je m'intéresse beaucoup. Et Raphaël et Pascal m'avaient très aimablement proposé de contribuer au dictionnaire sur la question des mineurs non accompagnés. Et donc, c'est surtout de cela que je vais vous parler, avec toutefois une petite extension du côté des migrants de manière plus générale. Je vais commencer, vous me pardonnerez, par une petite anecdote personnelle qui, je crois, résume assez bien
la problématique de cette question du droit à l'éducation des migrants et des mineurs non accompagnés. Il y a quelques années, il y a 3 ans, ma femme a eu la bonne idée de vouloir se reconvertir pour devenir professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui. Et cette reconversion ne s'est pas faite sans mal, puisqu'il nous a fallu environ 1 an pour obtenir un droit auquel elle avait droit assez facilement, échange de dizaines et dizaines de mails avec divers services qui nous renvoyaient un service à un autre. Il a fallu qu'on aille jusqu'à introduire une requête devant le contentieux administratif pour que finalement on obtienne ce à quoi elle avait droit sans l'ombre d'un doute. Il s'agissait de recalcul de carrière, etc., peu importe. Mais je suis professeur de droit, elle est diplômée en droit. Nous avons des amis, d'ailleurs, j'avais sollicité Raphaël sur cette question. Nous avons des amis avocats, etc. Bref, on connaît ça finalement assez bien. Et pourtant, ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Imaginez quand vous êtes un mineur non accompagné, afghan, qui débarque sur le territoire français, qui ne parle pas la langue, qui est tout seul. Comment, face à cette administration, pouvoir faire valoir ses droits. Car le droit, il existe. Le droit existe sans l'ombre d'un doute. Il est assez bien établi, il est bien garanti. Je vais y revenir, même si on en a déjà dit un mot, par les textes internationaux, par les textes européens. Mais son application est bousculée et rendue particulièrement difficile, à la fois par la nationalité étrangère de la personne et par son statut sur le territoire français qui peut venir perturber l'accès à ce droit. Peut-être que le cas le plus récent qu'on a en tête et qu'on connaît tous le mieux parce qu'on en a entendu parler, c'est le cas des personnes qui fuient le conflit ukrainien. Et en particulier les étudiants. Et les étudiants qui fuient l'agression russe contre l'Ukraine. Le gouvernement a très rapidement adopté une circulaire, puisque dès le 22 mars, on avait une circulaire sur l'accès des étudiants fuyant le conflit ukrainien aux universités. Mais cette circulaire, d'une part, restreint assez largement l'accès des personnes fuyant le conflit ukrainien, puisqu'elle le limite aux personnes qui bénéficient de la protection temporaire. C'est ce mécanisme spécifique qui a été déclenché par l'Union européenne et qui concerne uniquement les Ukrainiens, ou pour le dire simplement, les personnes qui résidaient légalement en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour permanent. Donc cela va exclure toutes les personnes qui ne sont pas ukrainiennes, et on a pas mal entendu parler dans les médias des étudiants de pays africains avec lesquels l'Ukraine a un certain nombre de liens et qui se sont retrouvés de ce fait un petit peu piégés. Et par ailleurs, l'autre difficulté de cette circulaire, outre qu'elle restreint le champ des bénéficiaires à la fois la possibilité de s'inscrire à l'université, d'une possibilité facilitée de s'inscrire à l'université et des droits qui peuvent aller avec en termes de sécurité sociale, d'accès au Crous, etc., n'a pour l'instant été suivi d'aucun effet. Il n'y a pas eu de mesures spécifiques, il n'y a pas eu véritablement de budget réservé pour abonder dans le sens de cet accueil, si ce n'est pour quelques programmes qui existent déjà, comme un programme qui s'appelle le programme PAUSE, qui permet un accueil facilité à la fois des étrangers, des étudiants étrangers et des collègues enseignants-chercheurs qui auraient besoin de se réfugier à l'étranger. Je dois dire que nous avons signé avec quelques collègues une tribune qui est parue dans Le Monde hier pour essayer d'inciter justement le gouvernement à avancer un peu sur ce sujet qui paraît particulièrement important. C'est porté par le réseau qui s'appelle Migrants dans l'enseignement supérieur par le vice-président de l'Université de Strasbourg. Alors, ceci étant dit, je ne vais pas me concentrer sur cette question du supérieur, puisqu'en plus ça fait l'objet d'interventions spécifiques cet après-midi, mais sur cette question donc de savoir comment s'articule le droit à l'instruction et la qualité de migrants, ou plus précisément encore la qualité de mineurs non accompagnés. Il faut d'abord dire ici que la distinction entre réfugiés et migrants n'est pas véritablement pertinente. Vous savez que le réfugié, c'est celui qui fuit des persécutions dans son pays d'origine, alors que le migrant, c'est toute personne qui, pour une raison X ou Y, quitte son pays d'origine pour s'installer à l'étranger pour un séjour de plus de 3 mois. Donc, ce sont les personnes dont on parle ici. La Convention de Genève de 1951, qui s'applique spécifiquement aux réfugiés, ne dit pas grand-chose de la question de l'éducation. C'est son article 22.
Elle prévoit une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement que ces nationaux pour ce qui concerne l'enseignement primaire. En revanche, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, voire l'enseignement supérieur, l'État se doit simplement d'accorder le même traitement aux réfugiés que le traitement qu'il accorde aux autres étrangers. Donc il n'y a pas d'obligation spécifique, l'obligation est beaucoup plus vague. En revanche, comme ça a été rappelé à l'instant, il y a d'autres textes plus généraux que la Convention de Genève qui s'appliquent finalement à tout être humain, qui viennent protéger ce droit. C'est notamment l'article 13 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, les articles 28 et 29 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui viennent s'accorder, ce sont des articles qui reprennent l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui s'accordent sur l'obligation pour les États partis à ces instruments, donc de rendre gratuit et obligatoire l'enseignement primaire et à tout le moins accessible les autres niveaux d'enseignement. Au niveau européen, on a aussi un certain nombre de textes spécifiques, l'article 2 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 14 de la Charte fondamentale des droits de l'Union européenne. Ce sont donc ici des droits de l'homme, des droits humains, comme on dit souvent aujourd'hui. Ils sont donc dus à toutes et à tous, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, quel que soit aussi leur statut au regard du droit de séjour. Les États le doivent à toute personne qui se trouve sous leur juridiction. C'est en général le terme qui est employé dans ces instruments. Du point de vue plus matériel, du point de vue plus substantiel, ces textes et leurs interprétations, notamment par les comités onusiens, vous savez peut-être que le Pacte international sur les droits civils et politiques crée un comité au sein de l'ONU qui est spécialisé sur à la fois l'interprétation de ce texte et éventuellement certains contentieux. Idem avec la Convention sur les droits de l'enfant et le Comité pour les droits de l'enfant, qui ont rendu un certain nombre d'observations générales sur ces questions, qui précisent que l'objectif de l'éducation est de développer l'autonomie de l'enfant en stimulant ses compétences, ses capacités d'apprentissage et ses autres aptitudes, son sens de la dignité humaine, l'estime de soi et la confiance en soi. Dans une observation générale, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, c'est son observation numéro 13 qui date de 1999, précise que l'éducation doit être accessible pour les groupes les plus vulnérables sans discrimination et que l'accès et le contenu du droit doivent être donc garantis par les États partis. Les textes français reflètent sans difficulté, je dois dire, ces engagements internationaux et européens, puisque le Code de l'éducation prévoit expressément donc que le droit à l'éducation est garanti à chacun, c'est le terme qui est important ici, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, et le texte précise français et étrangers, entre 3 et 16 ans. L'instruction est donc un droit, parfois une obligation, pour tous les enfants qui résident sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. Tout cela résulte principalement de 3 circulaires, l'une du 20 mars 2002 et les 2 autres, les circulaires du 2 octobre 2012. La difficulté, cependant, de mise en œuvre de ce droit vaut pour les migrants les plus vulnérables. Les migrants les plus vulnérables, ce sont soit ceux qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national, pour toute une série de raisons. Ils sont arrivés de manière irrégulière, ou bien leur titre de séjour, leur visa a expiré et n'a pas pu être renouvelé. Et c'est donc d'autant plus vrai pour ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, sur lesquels je voudrais me concentrer à présent. Les mineurs non accompagnés, c'est toute personne mineure qui se trouve sans adulte responsable d'elle sur le territoire d'un État dont elle n'a pas la nationalité et dont elle n'est pas la résidente. Dans son rapport de 2016, consacré au droit fondamental à l'éducation, le défenseur des droits souligne qu'il est régulièrement saisi de nombreuses atteintes au droit à l'éducation pour les mineurs non accompagnés. Ceux-ci, en effet, ces mineurs se trouvent dans une situation que rencontrent finalement assez fréquemment les personnes de nationalité étrangère, aux droits qui sont proclamés sans aucune ambiguïté et que je viens de rappeler, répond bien évidemment une réalité qui est beaucoup plus nuancée.
Je crois que la difficulté principale à laquelle se trouvent confrontés ces mineurs étrangers non accompagnés, quant à leur droit à l'éducation, réside dans le fait que les textes qui sont en vigueur ne concernent finalement qu'une partie de leur situation, qui tient à leur statut d'étranger, mais qui laissent cependant l'autre partie de cette situation, leur statut de mineur isolé, en proie à de nombreuses incertitudes. Pour ce qui est du côté étranger, les choses sont plutôt claires. La question de l'isolement, du fait de ne pas être accompagné, est plus délicate. Comme je le disais à l'instant, le droit positif vient exclure très clairement et sans aucune hésitation que la nationalité de l'enfant puisse constituer un obstacle à sa scolarisation. Il résulte des articles L111-1 et L131-1 du Code de l'éducation que l'instruction, je le disais, est un droit, qu'elle est un droit pour tout enfant résidant sur le territoire national, quel que soit leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. Le statut d'étranger, autrement dit, du mineur non accompagné, ne saurait en aucun cas, en aucune manière, constituer un obstacle à la réalisation de son droit à l'instruction qui relève du droit commun. En revanche, le droit positif, le droit tel qu'il existe, ignore assez largement l'isolement et donc la grande vulnérabilité des mineurs non accompagnés, qui vient peser de ce fait lourdement sur leur accès effectif à l'instruction, à l'éducation, et leur situation à cet égard, et je cite ici un rapport de la Ligue des droits de l'homme, est une situation globalement très complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de disposition législative ou réglementaire véritablement claire sur un grand nombre de questions qui concernent les mineurs non accompagnés, ce qui génère en retour des pratiques extrêmement diverses et qui sont à l'origine des principales difficultés dans l'accès au droit à l'éducation. Première grande difficulté, qui n'est pas la principale à mon avis, c'est que les autorités en charge de l'inscription scolaire divergent, puisqu'il s'agit du maire pour l'inscription en école maternelle ou élémentaire, il s'agit de la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour les collèges et les lycées. Ça peut paraître assez évident pour nous, encore faut-il connaître les distinctions administratives pour savoir à qui s'adresser. Une commune, pour nous, c'est évidemment quelque chose d'évident, un maire. Or, quand on vient de pays étrangers, on peut être face à des organisations administratives évidemment très différentes. Alors, ce n'est pas la principale difficulté pour une raison simple, c'est que quand on parle de mineurs non accompagnés, on parle en général d'enfants qui relèvent des niveaux collège ou lycée. On a fort heureusement très peu de mineurs qui auraient l'âge d'être en CM1, CM2, voire encore plus jeunes, qui arriveraient seuls. Ça s'est vu, hein, on a pu voir parfois des enfants vraiment très jeunes, de 10 ans, par exemple, arriver seuls sur le territoire français et parfois partis depuis l'Afghanistan ou ayant perdu en tout cas en route leurs parents. Mais c'est tout de même assez difficile. En général, avant 12 ans, la situation est quand même rarissime. Ce qui vient déjà éliminer une difficulté qui est la compétence du maire, qui soulève en effet des difficultés qui ont été rappelées, des maires qui vont prendre des refus d'inscription pour des raisons toutes plus exotiques les unes que les autres. Là, au moins, on est protégé de cela. Mais l'inscription en collège ou l'inscription en lycée vient soulever un certain nombre d'autres difficultés. Notamment parce qu'elle suppose, cette inscription, de passer par une évaluation du niveau scolaire et par une évaluation du niveau de langue, qui est généralement réalisée par le CASNAV, c'est-à-dire le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. Or, on a là un processus qui prend généralement de 6 à 8 mois en fonction des académies et qui n'aboutit pas toujours à une scolarisation effective, notamment pour les personnes qui se trouvent à la limite des 16 ans. Et on sait que c'est d'autant plus vrai que le processus de prise en charge par les mineurs non accompagnés par l'aide sociale à l'enfance est souvent considéré comme un préalable à toute démarche de scolarisation, ce qui vient rallonger d'autant plus les délais, en particulier parce que la prise en charge à l'ASE suppose la détermination de l'âge. Or, on sait, parce que c'est une question qui est venue un peu parfois dans le débat public, que la
question de la détermination de l'âge de la personne qui se prétend mineure est particulièrement difficile, particulièrement importante, mais particulièrement difficile, parce que les différents tests qu'on peut pratiquer, qu'il s'agisse des tests osseux ou de tests de maturité, sont assez difficiles à mener et difficiles d'en tirer des résultats objectifs. C'est d'autant plus problématique que la scolarisation des mineurs non accompagnés ne dépend pas, juridiquement parlant, en l'état du droit positif, de leur prise en charge par l'ASE. Ça a été rappelé très clairement par des décisions et arrêts du TA et de la Cour administrative d'appel de Paris. Aucune disposition dans le droit positif n'exige une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du mineur non accompagné en vue de sa scolarisation. On a donc des obstacles à l'éducation qui demeurent très nombreux en pratique, alors même, il faut le rappeler, ça l'a probablement déjà été au cours de ce colloque, mais ces obstacles peuvent constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'éducation, s'ils aboutissent à la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation. C'est une décision du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2016 qui est venu le rappeler. Plus largement, au niveau international, et je terminerai par là, ont été adoptés en 2018 deux grands pactes. Le pacte international pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, d'une part, et le pacte sur les réfugiés, d'autre part. Et ces deux pactes rappellent à de très nombreuses reprises l'importance fondamentale de l'éducation. Éducation fondamentale pour éviter les migrations, parce que plus on a d'éducation sur le territoire de l'État d'origine, moins on a de migration, en tout cas de migration irrégulière. C'est une migration qui prend une autre forme. Et inversement, plus l'éducation est accessible sur le territoire de l'État d'accueil, plus l'insertion et l'intégration de ces personnes sera facilitée. Il y a ainsi, je ne vais pas développer, je n'en ai pas le temps, mais dans le pacte sur les migrations surordonnées et régulières, 11 occurrences du terme d'éducation sur à peu près 20 objectifs, donc c'est considérable, et plus de 20 occurrences du terme éducation dans le pacte sur les réfugiés, qui y consacre d'ailleurs un chapitre entier. On voit bien donc que le droit à l'éducation pour les migrants, pour les réfugiés, apparaît à la fois comme l'un des pivots pour assurer au sein de la société internationale une mobilité raisonnée et est également un droit extrêmement important pour assurer l'insertion et l'intégration des migrants et notamment des mineurs non accompagnés sur le territoire national. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je songeais en vous écoutant à un thème transversal qui nous occupe depuis hier, la question de l'effectivité, puisqu'on a des textes qui parfois sont clairs, et en l'espèce, les principes que vous décrivez sont parfaitement clairs, et puis on a une mise en œuvre qui ne l'est pas. Et je songeais à un deuxième élément qui m'a frappé en écoutant Madame Moreau et vous-même. Dans un colloque où on parle de droit administratif, il est rare de citer des jugements de tribunaux administratifs, assez rare de citer des arrêts de cour. On cite des arrêts du Conseil d'État et généralement publiés ou mentionnés au recueil Le Bon. Et ça montre aussi que les questions ne remontent pas forcément au Conseil d'État et qu'on a des décisions éparses. Je ne dis pas forcément de mauvaise qualité, ce n'est pas le sujet, mais qu'on est sur un droit qui se forme d'une manière différente. Et je crois que c'est une des rares branches du droit administratif où on passe autant de temps avec la jurisprudence des juridictions du fond. En tout cas, merci beaucoup. Il y aura sans doute des questions. J'espère qu'il y aura des questions avant que vous partiez. On verra ça. Nous allons continuer. Alors, nous allons passer du mineur isolé à la personne incarcérée. Oui, une question peut-être déjà, puisque je sais que le professeur Flolegrave doit partir à 11h. Donc, peut-être qu'on va... S'il y a des questions pour lui, on les pose maintenant. Ce sera parfait. Voilà, merci. Oui, c'est juste un retour. Merci beaucoup pour votre intervention qui reflète tout à fait la réalité du droit. Par rapport à l'effectivité, je voudrais quand même revenir un petit peu sur le travail des services, justement. Parce qu'on a l'impression, comme ça, que le droit existe, mais il n'est pas effectif. Et qu'on n'a plus qu'une seule solution, c'est d'aller devant le tribunal administratif, faire un référé liberté pour imposer à la méchante administration qui ne fait pas son travail le respect d'une liberté fondamentale et qui la viole manifestement.
c'est pas tout à fait exact en réalité. Il se trouve que je suis de l'Académie d'Aix-Marseille et que depuis 3-4 ans, on est submergé, mais véritablement submergé par l'arrivée de mineurs non accompagnés et les services de la DSDN de Marseille a dû affronter cette énorme vague de mineurs et a énormément travaillé. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 classes allophones on en est à 12 en l'espace d'1 an ou 2, ce qui est considérable. C'est-à-dire que quand je dis classe allophone, c'est-à-dire qu'en général, on a affaire, pour 90% des mineurs concernés, de mineurs, et je mets des guillemets parce qu'on ne discute pas l'âge, comme vous l'avez dit, c'est très difficile de savoir. Eux-mêmes ne savent pas forcément leur âge exact, mais ils ont entre 15 et 18, 19 ans. Donc ce sont des enfants qu'on ne peut pas scolariser en classe ordinaire. Donc il faut créer des classes à leur effectives, justement, pour assurer effectivement un véritable enseignement. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est-à-dire que recruter des enseignants, créer les classes, trouver les moyens. Et qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve avec des centaines de référés liberté, avec des injonctions de scolariser ces mineurs dans les 48 heures, eh ben, ils prennent la place des autres. Parce qu'il y a tout le travail en amont qui a été fait par les services qui est brisé par le référé. C'est-à-dire qu'il y a justement tout le travail avec le CASNAV, une orientation, un parcours professionnel. Ces mineurs sont connus de l'administration. Mais tout d'un coup, boum, il y a le référé et ils prennent la place d'un autre. Et c'est tout le travail administratif en amont qui est mis à mal. En fait, c'est un peu ça que je voulais dire. Simplement, pas pour remettre en cause ni le droit, ni l'obligation pour l'administration de le rendre effectif, c'est que l'administration fait véritablement tout ce qu'elle peut pour que ce droit soit effectif. Et parfois, il y a un effet pervers à se positionner immédiatement sur le terrain contentieux. Voilà. Juste un petit mot en réponse, merci beaucoup. Oui, alors évidemment, là, j'ai dit les choses très rapidement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, d'ailleurs même aussi au niveau des départements, quand la problématique est vraiment arrivée au mi-temps des années 2010. Que l'administration fasse son travail, j'en doute pas, je l'espère, que l'État, là, on va dire au sens politique, que l'impulsion politique, les questions de financement, etc., soient sous-dimensionnées. Je pense que c'est une réalité aussi, malheureusement assez fréquente dans ce domaine-là. C'est vrai en matière d'hébergement, il y a beaucoup de terrains où on pourrait en discuter. Donc voilà, je pense que la difficulté, en réalité, elle est surtout à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des sous-dimensionnements à beaucoup de niveaux par rapport à ça. Oui, moi j'ai une remarque qui va un petit peu dans le même sens, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la jurisprudence dans ce domaine-là pour une très bonne revue qui s'appelle la JDA, notamment. Oui, d'accord, on est obligé de scolariser le mineur étranger. Ceci dit, il faut bien que quelqu'un en réponde. C'est-à-dire que le principal de collège ou le proviseur de lycée général ou professionnel qui le scolarise, il n'est pas forcément tranquille une fois que le gamin part à 6 heures, parce que vous avez un petit peu occulté quand même que ce gamin-là, il faut que le juge des enfants le confie à quelqu'un. C'est-à-dire qu'un mineur non accompagné, par définition, il est non accompagné. Il relève donc du juge des enfants, qui doit en confier la tutelle et la garde, soit le plus souvent à l'aide sociale à l'enfance. Et à ce moment-là, c'est l'aide sociale à l'enfance qui va traiter avec les collèges et les lycées, soit, et là c'est une aubaine pour les finances départementales, à une personne digne de confiance. Il y en a un certain nombre de militants qui prennent chez eux des mineurs non accompagnés, mais de toute façon, il faut nécessairement, après l'évaluation, une décision du juge des enfants. C'est pas possible d'accueillir un enfant dans un collège ou un lycée durablement sans que le proviseur ne signale ce cas. Ça fait l'objet d'une obligation de signalement très sérieuse à l'aide sociale à l'enfant, enfin au juge des enfants, à l'aide sociale à l'enfance, qui doit transmettre au juge des enfants. Vous ne pouvez pas passer à travers cette étape. Ce n'est pas possible.
Oui, tout à fait. Merci pour la remarque. C'est la raison pour laquelle, en général, on attend qu'il y ait eu la prise en charge par la SE et la décision du juge des enfants pour précisément scolariser cet enfant. On pourrait aussi répondre qu'au moins, quand il est scolarisé, on sait où il est et on sait ce qu'il fait entre 9h du matin et 5h de l'après-midi, ce qui est toujours mieux que sinon le laisser hors des radars. Merci beaucoup. Alors nous allons voir si les personnes incarcérées bénéficient d'un droit effectif. Je donne la parole à Madame Salan. Je tiens à remercier le laboratoire VIP d'avoir organisé ce colloque et de m'y avoir invité, et surtout d'avoir pris le risque de convier une collègue en sciences de l'éducation, puisque je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, dans un colloque de juristes. Donc voilà, je sollicite votre bienveillance et votre indulgence quant à mon maniement d'un vocabulaire et aussi d'un champ qui quand même sont en grande partie étrangers. Comme indiqué, donc, je suis maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Je travaille depuis de nombreuses années sur les questions éducatives et scolaires en prison. J'ai d'abord fait une thèse de doctorat sur les étudiants en prison. Je travaille actuellement sur les enseignants en milieu carcéral à partir de l'analyse de leur trajectoire professionnelle. Par ailleurs, j'ai monté avec un collègue de l'Université Paris-Nanterre un dispositif en direction des étudiants incarcérés en Île-de-France, un dispositif qui avait pour ambition de faciliter leur inscription, de faciliter leur poursuite d'études à l'université. On pourra en reparler, mais ce dispositif a malheureusement dû s'arrêter. Et je suis aussi membre d'un groupe de travail au sein de la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, la FIED, sur les étudiants dits empêchés. Donc c'est depuis toutes ces expériences finalement que je vais m'exprimer devant vous pour faire état du droit à l'éducation en prison aujourd'hui, en essayant de répondre, ou donner des pistes de réponse à la question qui donne lieu de thème à la table ronde, un droit bousculé, point d'interrogation. Ma réflexion va s'appuyer sur mes recherches, bien entendu, mais également sur les nombreuses analyses mises en place en France, mais également dans d'autres pays. Et à ce titre, je citerai la parution en 2019 d'un dossier de la Revue internationale de l'éducation de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ce dossier qui était intitulé « L'éducation en prison, un droit fondamental et un outil essentiel ». Donc, dans un premier temps, je souhaiterais évoquer les différents textes de loi qui encadrent l'éducation en prison, bien sûr sans avoir prétention à l'exhaustivité. Donc, des déclarations et des textes fondateurs encouragent l'accès à l'éducation pour tous et toutes en milieu carcéral. C'est le cas des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, adoptés par l'Assemblée générale en 1990 par les Nations unies, ou encore du cadre d'action de Belém, adopté par 144 États membres de l'UNESCO à l'issue de la 6e conférence internationale sur l'éducation des adultes en 2009. En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité des règles minimales standards révisées, connues sous le nom de règle Mandela. Et la règle 104 stipule que toutes les personnes en prison doivent avoir accès à l'éducation en accordant une attention particulière aux personnes affichant de faibles niveaux d'alphabétisme et aux mineurs. Nous pouvons enfin compléter par la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, dont le principe 5 édicte que l'enfant, physiquement, mentalement ou socialement désavantagé, doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. Ce principe s'applique aux mineurs sous main de justice. Par ailleurs, les recommandations sur l'éducation en prison du Conseil de l'Europe de 1989 et les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe de 2006 donnent un cadre de référence à l'éducation et à la formation en prison dans les différents pays européens. Ainsi, la règle 28 des règles pénitentiaires européennes de 2006 annonce « Toute prison doit s'efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes d'enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations. Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n'ont pas d'instruction élémentaire ou de formation professionnelle.
Une attention particulière doit être portée à l'éducation des jeunes détenus et de ceux ayant des besoins particuliers. L'instruction doit, du point de vue des régimes carcéraux, être considérée au même titre que le travail et les détenus ne doivent pas être pénalisés, que ce soit financièrement ou d'une autre manière, par leur participation à des activités éducatives. En France, dès 1958, l'accent sur des publics spécifiques de détenus, les jeunes et les moins dotés scolairement, se retrouve dans les textes français. La section de l'enseignement et de la formation professionnelle du Code de procédure pénale encadre les activités éducatives et formatives en prison en France. Et je cite l'article D435, « Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. Toute facilité compatible avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel, et en particulier aux plus jeunes et aux moins instruits. » Cette importance de l'école en prison est confirmée par la signature de conventions entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Justice qui formalisent les activités scolaires et les mettent en adéquation avec le cadre juridique. La dernière, qui date de 2019 et qui actualise celle de 1995, 2002 et 2011, affirme dans son préambule, je cite, « Le droit à l'éducation constitue un droit fondamental et universel, affirmé aussi bien par le droit international que par la législation française. Ce droit doit s'exercer de la même façon pour les personnes privées de liberté que pour tout autre citoyen. Le Code de l'éducation précise que l'éducation est la première priorité nationale et fixe les grandes orientations, en particulier le droit pour chacun, ça a déjà été dit, à une éducation permettant de développer sa personnalité, restaurer l'estime de soi, élever son niveau de formation initiale et continue, s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et exercer sa citoyenneté. » Ces textes, signés par le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, précisent l'organisation administrative de l'enseignement en milieu carcéral. La politique éducative se fait donc conjointement entre les directions de l'administration pénitentiaire et de l'enseignement scolaire et se concrétise par la nomination d'un représentant de l'Éducation nationale détaché auprès de l'administration pénitentiaire. Ces textes soulignent tous l'importance de l'accès à l'éducation et à la formation pour les personnes détenues, mineures comme majeures, et par là instaurent et affirment l'éducation en prison comme un droit. Cette question du droit me semble étroitement liée à deux principes qui régissent les politiques éducatives, intra comme extramuros, le principe de l'éducabilité de tout individu, quelles que soient ses caractéristiques, et le principe de l'éducation et de la formation tout au long de la vie pour toutes et tous. Par conséquent, le droit à l'éducation en prison doit être un droit sans restriction, sans condition, et regardons ce qu'il en est vraiment. Pour cela, je vais faire une rapide présentation des activités scolaires en prison. Donc, il ne vous aura pas échappé que dans la quasi-totalité des textes, priorité est donnée aux apprenants à bas niveau scolaire et ou aux plus jeunes. Tous les observateurs du monde carcéral s'accordent sur les particularités de la population qui se trouve en prison. En France, elle est très largement masculine, majoritairement jeune et essentiellement issue des milieux populaires. Cette surreprésentation des classes populaires en prison s'accompagne d'une surreprésentation des personnes étrangères, même si cette variable semble moins déterminante que le sexe, l'âge et le niveau social. En lien avec tout ceci, les personnes incarcérées sont en majorité inscrites dans des parcours de vie marqués par la précarité, la pauvreté, la désaffiliation. Dans ce contexte général de parcours de vie précaire, les personnes détenues ont souvent rencontré des difficultés scolaires et se sont retrouvées en situation d'échec ou de décrochage scolaire. La caractéristique principale de la scolarité des personnes incarcérées est sa brièveté. Ces dernières quittent l'école tôt et beaucoup plus tôt que l'ensemble de la population à l'extérieur. En prison, une proportion relativement importante des personnes détenues est concernée par l'illettrisme. Alors, ça vaut ce que ça vaut, ces chiffres, mais en tout cas, on estime en 2019 que le taux d'illettrisme de la population incarcérée est de 11 à 13%,
alors qu'il est de 7% dans la population générale ordinaire. Si l'on rajoute les personnes avec des difficultés de lecture, on atteint quasiment 20% de la population carcérale. Il faut ajouter à ces personnes-là 14% de personnes détectées comme non francophones. Et au niveau plus qualitatif, les récits des professionnels comme des chercheurs relatent un rapport essentiellement négatif à l'école. Dans ce contexte, faire une place aux apprentissages scolaires en prison, rappeler que l'accès à l'éducation est un droit pour toute personne, indépendamment de ses caractéristiques individuelles et sociales, semble primordial. Donc, quelles sont les activités scolaires en prison très rapidement? Aujourd'hui, pour vous donner une idée, parce que je ne sais peut-être pas connu de tout le monde, il y a environ 500 enseignants équivalents temps plein, dans le jargon. Donc, enseignants de l'éducation nationale. Parmi ces 500 enseignants, c'est environ 400 enseignants du premier degré, le reste étant du second degré. Et à ces 500 emplois équivalents temps plein s'ajoutent environ 200 emplois équivalents temps plein en vacation du premier et du second degré. Les enseignants en milieu pénitentiaire sont en priorité des enseignants dits spécialisés, autrement dit titulaires d'un certificat attestant de leur capacité d'enseignement auprès de publics à besoins éducatifs particuliers, le KPI, si certains connaissent ce certificat, ou bien des enseignants qui possèdent une expérience professionnelle en formation d'adultes. Les activités d'enseignement, ça ne vous étonnera pas, concernent finalement les niveaux essentiellement bas du niveau scolaire. Les activités se concentrent sur les formations de base. Ainsi, plus de la moitié des adultes qui sont scolarisés dans des niveaux permettant d'acquérir les savoirs dits de base comme français, langues étrangères, alphabétisation, illettrisme, remise à niveau et préparation du CFG, certificat de formation générale, qui est un certificat qui est délivré encore en prison. Finalement, plus des 3/4 des personnes qui sont scolarisées en prison le sont dans un niveau inférieur au second cycle général. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que finalement, peu de personnes détenues sont concernées par l'enseignement, puisque en moyenne, on a 1/4 des personnes incarcérées qui sont scolarisées. Donc, nous avons seulement finalement 1/4 des personnes détenues qui sont scolarisées. Les textes en accord avec le profil des personnes incarcérées se focalisent essentiellement sur le niveau primaire. Et donc, il m'a paru intéressant, d'autant plus que ce sont mes objets de recherche, mais d'interroger l'effectivité du droit à l'éducation en prison, plus particulièrement pour une population a priori concernée par ce droit à l'éducation, mais non prioritaire dans les textes, à savoir les personnes qui suivent un cursus d'études supérieures pendant leur incarcération. Donc, même si elle met l'accent sur les publics jeunes et en difficulté scolaire, la Convention de 2019, donc, qui a été signée avec le ministère de la Justice, ministère de l'Éducation nationale, incite à la mise en place de conventions avec des établissements d'enseignement et donc avec des lycées et des universités afin d'élargir l'éventail des propositions faites aux personnes détenues. La mise en place d'un cursus d'études supérieures en prison est toutefois extrêmement compliquée dans les faits et je vais rapidement dresser la liste des obstacles auxquels les détenus étudiants sont confrontés. Tout d'abord, bien évidemment, des difficultés liées à leur lieu de scolarisation, qui a des impacts directs sur la conduite des études. Le bruit, la promiscuité, le fait de n'avoir que rarement un espace de travail à soi, un espace dédié, et un espace qui finalement se réduit la plupart du temps au lit. D'autres difficultés liées au fait de faire ses études en prison, la question des déplacements qui seraient contraints, on ne peut pas aller où l'on souhaite, ou on est obligé d'aller quelque part, dans les transfèrements par exemple. Ensuite, bien évidemment, les difficultés matérielles et financières, puisque le coût des études conditionne fortement l'entrée et le maintien des personnes détenues dans un cursus scolaire, et les places
bien évidemment, dans des situations d'inégalité importantes. Faire des études en prison, ça coûte cher. Et d'un établissement à l'autre, la prise en charge et la possibilité d'aide financière varient finalement énormément. Si le détenu étudiant a besoin d'argent pour payer les frais d'inscription, c'est également le cas tout au long de l'année pour assumer les différents coûts qu'implique l'investissement dans une scolarité et qui peuvent participer au décrochage. Si certains bénéficient d'aide financière du centre scolaire, mais aussi d'aide matérielle pour l'achat d'ouvrages, le prêt d'ouvrages, pour les fournitures, d'autres se font aider par leur famille, achètent en cantine extérieure ou tout simplement étudient avec le strict minimum. Par ailleurs, la poursuite d'études rend souvent indispensable l'achat de matériel audiovisuel ou informatique. En effet, très peu de formations demeurent strictement sur support papier et le type de médias utilisés se diversifie de plus en plus. Ceci implique la nécessité de posséder des appareils capables de lire, écouter, visionner les contenus des cours et ces appareils qui doivent correspondre au cahier des charges de l'administration pénitentiaire. Donc ces différents éléments permettent d'affirmer que l'argent en prison aide à mieux vivre sa détention, ça c'est vrai pour toutes les personnes détenues, et à bénéficier de conditions matérielles plus favorables pour mener à bien ses études. Au-delà des disparités existantes, il semble que globalement, faire des études implique de faire des choix, voire de faire des sacrifices financiers. Une autre caractéristique des contraintes scolaires auxquelles sont confrontés les détenus et l'extrême lenteur et la complexité des démarches imposées par l'institution pour toutes les transactions avec l'extérieur. Or, je pense que vous l'avez deviné, le niveau d'études supérieures est majoritairement externalisé, autrement dit géré par des structures d'enseignement à distance indépendantes de l'administration et de l'établissement pénitentiaire. Donc l'autorisation d'accès à certaines sources ne signifie pas pour autant qu'il sera aisé de les obtenir concrètement, puisqu'elles doivent transiter par de multiples contrôles qui fragilisent et qui retardent leur mise à disposition. Certains achats relativement courants et banals s'avèrent parfois d'une grande complexité, obligeant les étudiants qu'ils s'adaptent en permanence et au-delà qu'ils acceptent et qu'ils gèrent la pénurie ou le manque. Et de manière plus large, tout l'édifice sur lequel repose la possibilité d'avoir accès à des documents ou du matériel de l'extérieur apparaît fragile et peut sans cesse être réévalué, évalué et réévalué. Quelque chose d'autorisé jusqu'alors peut être interdit. De bonnes relations permettant quelques facilités peuvent être remises en cause par un incident en détention, par un incident au parloir, etc. Enfin, je ne peux pas ne pas parler de la fracture numérique quand même qui caractérise la prison. Il faut rappeler que l'accès à Internet y est interdit. Et si la règle générale est le bannissement de tout contact électronique, quelques brèches s'ouvrent aujourd'hui dans le paysage pénitentiaire. Là encore, la politique des établissements est à géométrie variable et les situations vont de l'interdiction absolue, encore très largement majoritaire, à l'accès à quelques sites très ciblés. Donc, étudier aujourd'hui de manière déconnectée constitue une très forte entrave pédagogique, quel que soit le niveau scolaire. Si les difficultés que rencontrent les détenus dans le déroulement de leurs études sont donc largement liées à des contraintes structurelles inhérentes au contexte carcéral, elles découlent également de l'action propre de ces agents qui participent à les atténuer, à les maintenir ou à les amplifier. Le bruit, la lenteur, la complexité, l'inaccessibilité sont certes des caractéristiques propres à la prison, mais dont les membres de l'administration pénitentiaire peuvent aussi jouer dans la gestion du quotidien. Les personnels de direction, de surveillance sont plus ou moins attentifs et intéressés par les questions scolaires. Certains le sont beaucoup, d'autres moins, et peuvent donc offrir un espace plus protecteur ou au contraire plus exposé aux personnes détenues scolarisées. Et finalement, au-delà de décisions liées à une politique spécifique d'établissement, le comportement du détenu et son adhésion au modèle de ce que certains sociologues ont pu appeler le bon détenu semble entrer en ligne de compte. La scolarité peut alors constituer un moyen de pression
voire de sanctions de la part des personnels de surveillance et ou de direction, afin d'obtenir des gages de bonne conduite de la part de la personne détenue. Ces sanctions peuvent être diverses: oubli d'ouvrir la cellule pour se rendre au centre scolaire, changement de bâtiment pour un autre plus bruyant, lenteur pour faire rentrer des documents, ou à l'inverse, proposer des conditions plus favorables pour pouvoir suivre ses études, être mis dans un bâtiment réservé aux scolaires, etc. On peut retrouver ici ce qu'un chercheur qui travaille sur la prison, Gilles Chantraine, a appelé le système bonbon, qui correspond finalement à un système de privilèges obtenus ou retirés selon l'adéquation de la personne incarcérée au profil du bon détenu. Ainsi, et ce sera mon dernier point, je parle de logique sécuritaire et de logique scolaire qui s'articulent et qui parfois s'opposent. Et mes recherches montrent que la plupart du temps, c'est la logique sécuritaire qui prédomine. Cette logique sécuritaire, elle peut s'exprimer à travers l'application stricte des règles de sécurité qui complexifient l'accès à du matériel, à de la documentation, aux cours, qui interdit l'accès à Internet, etc. Mais elle s'exprime également parfois à travers une vision de l'éducation, non pas comme un droit, mais plutôt comme un privilège que l'on pourrait retirer à des détenus récalcitrants, dont on pourrait subordonner l'accès à un bon comportement en détention. Donc les détenus finalement sont pris au piège de cette injonction paradoxale où le système va leur demander de se prendre en main, de mettre en place des projets, mais sans toujours leur en donner véritablement les moyens. Et bien se tenir, se conformer aux attentes de l'administration va permettre pour certains de pouvoir mener plus sereinement et plus confortablement leurs études. Ce que je vous le disais, ça peut être l'accès à un bâtiment, ça peut être obtenir une cellule individuelle quand on est dans un établissement, quand on est dans une maison d'arrêt, pardon. Ça peut être un stockage plus important de livres en cellule, une mobilité plus grande à l'intérieur de l'établissement. Et à l'inverse, ne pas se plier aux exigences peut exposer le détenu à de nombreuses sanctions, comme la non-protection d'un espace protégé de travail, le transfèrement pour des raisons dites sécuritaires, etc. Et je cite ici Bruno Milly qui dit « L'accès à l'enseignement est moins perçu comme un droit inaliénable que comme un privilège pouvant être accordé aux détenus les plus dociles et pouvant être retiré aux détenus devenus récalcitrants. » C'est bien, il me semble là, la question de l'effectivité du droit à l'éducation qui est posée. Voilà, donc juste quelques mots pour finir, puisque la question était est-ce qu'il s'agit d'un droit bousculé ? Il me semble que j'ai apporté quelques éléments de réponse. Il me semble, d'autant plus, c'est sur ça que je voulais insister en conclusion, que je me suis centrée sur des personnes détenues qui sont quand même relativement marginales au sein de la population carcérale, les personnes qui font des études supérieures et qu'elles possèdent par ailleurs des capitaux scolaires, économiques, relationnels que ne possèdent pas la plupart des personnes détenues. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je songeais en vous écoutant à la communication hier de Nathalie Wolf et je me dis que Hugo aurait sans doute fait un magnifique poème sur la situation du détenu privé d'accès à l'enseignement et qui par contre peut faire rentrer dans l'établissement plein de choses qui n'ont rien à voir avec le savoir. Il y a quand même un paradoxe sans doute là-dessus, enfin qui s'explique par des raisons matérielles évidentes.